Saint-Sulpice de Royan, dans les Charentes-Maritimes. Dimanche 29 avril 2007, il est environ 10 h du matin. Un ramasseur de champignons se promène dans le bois de la Chèvre quand soudain, dans une clairière, il fait une macabre découverte. Cette personne tombe pratiquement sur le cadavre, enfin un cadavre abandonné face contre terre, posé donc dans ce sous-bois. Les mains attachées dans le dos, à moitié carbonisées. La partie supérieure de ce corps de femme est complètement brûlée. Le promeneur alerte immédiatement les gendarmes qui établissent un périmètre de sécurité autour de la scène de crime. Et immédiatement, plusieurs indices sont relevés. Des bouts de pierre. Un bout de pierre ensanglanté qui pourrait être l'arme du crime. Un sac à main aussi, ils vont retrouver un sac à main calciné. Les papiers de la victime sont totalement détruits, mais au fond du sac, il y a quelque chose d'intéressant. Ils vont retrouver une étiquette de sac à main. Qui était normalement au fond de ce sac. Et cette étiquette, ils vont la retrouver en dehors du sac. Sur l'étiquette qui est arrachée au fond du sac, les enquêteurs retrouvent une trace d'ADN. Une trace d'ADN masculine sur l'étiquette arrachée du sac à main. Et il y a plus important encore. En analysant les liens qui ont servi à attacher la victime, les techniciens relèvent d'autres traces biologiques, masculines également. De quoi identifier peut-être le ou les meurtriers. Les expertises vont également mettre en évidence la présence de traces de sperme sur le jean porté par la victime. Du sperme. Les enquêteurs imaginent que la mystérieuse inconnue à moitié brûlée a peut-être été violée. Les gendarmes élargissent alors le périmètre de leurs investigations et à quelques mètres seulement, ils découvrent d'autres traces que le ou les agresseurs de la jeune femme ont pu laisser derrière eux. Il y a des traces de pas et de boue aussi sur ce lieu. Ils vont en relever une plus particulièrement de basket taille 43. Une empreinte de chaussure qui pourrait correspondre à celle du tueur. Et ce n'est pas tout. Il distingue des traces de roues relativement fraîches. Il a plu 3 jours avant la découverte du corps, donc ces traces de roues peuvent être exploitables. Les enquêteurs disposent d'une multitude d'indices, mais le plus important est peut-être le lieu où le drame s'est produit. Un lieu très difficile d'accès. Ce qui frappe d'abord, c'est que c'est un lieu isolé. Il faut connaître le chemin pour y accéder. Il faut quand même prendre un chemin qui n'est pas forcément très intuitif et qui débouche sur une petite clairière. Cette clairière est connue pour être le lieu de rendez-vous nocturne d'une population aux pratiques très particulières. Il était connu, il était connu par un certain type de population, soit des couples illégitimes, soit des homosexuels qui se donnaient des rendez-vous en pleine campagne comme ça pour être tranquilles. Échangisme, prostitution, relations extra-conjugales, la jeune femme a-t-elle été victime d'un amant, d'un proxénète ou bien d'un mari jaloux? Toutes les hypothèses sont à ce stade envisagées. La victime d'un prédateur sexuel. Une dispute d'amoureux ou d'un couple illégitime, et puis ça dégénère pour en arriver jusqu'à cet acte odieux qui est quand même pratiquement un acte de barbarie quelque part. Malgré de nombreux indices, les gendarmes doivent toutefois surmonter un obstacle de taille. Il est impossible d'identifier la victime. Le haut de son corps est carbonisé et ses papiers ont été brûlés. Alors les enquêteurs décident de lancer un appel à témoins. Un appel à témoins a été lancé après la découverte du corps carbonisé d'une jeune femme difficilement identifiable. Elle serait âgée de moins de... L'appel à témoins ne donnera rien, en tout cas dans un premier temps. Mais le lendemain de la découverte du corps, l'autopsie pratiquée sur la victime
va permettre de lever un certain nombre de mystères. Et voici pourquoi. L'autopsie va révéler que le corps retrouvé est le corps d'une jeune fille de type européen, de race blanche, qui mesurait environ 1,55 m et qui pesait entre 45 et 47 kg. L'examen du corps va aussi révéler les véritables causes de la mort. Les médecins légistes sont formels, le décès est intervenu par le choc d'un objet contendant. Une pierre sur le crâne de la victime qui entraînait son décès. Nous allons apprendre qu'elle est décédée dans la nuit du vendredi au samedi. Après minuit et en tous les cas avant 2 h du matin. La jeune femme a donc été tuée dans la nuit du 27 au 28 avril 2007. L'autopsie révèle également qu'après l'avoir tuée, le meurtrier a aspergé d'essence le haut du corps de sa victime. Autre élément utile pour l'enquête, les analyses toxicologiques démontrent que la victime avait fumé du cannabis quelques heures avant son décès. Enfin, les liens qui ont servi à attacher les mains de la jeune femme proviennent de son chemisier. Un vêtement qui a donc été enlevé, puis découpé. Le mobile sexuel semble se préciser. Seulement, la dernière conclusion du rapport d'autopsie va mettre à mal cette hypothèse. Il n'y a pas de trace d'agression sexuelle. Donc ça laisse d'autant plus perplexe sur les motivations de ce meurtre. La piste du crime sexuel commis dans ce lieu de rendez-vous très particulier semble donc s'évanouir. 2 mai 2007, l'enquête est dans l'impasse. C'est alors qu'une femme, sensibilisée par l'appel à témoins, va venir donner un élément clé 3 jours seulement après la découverte du corps. Il y a une femme qui se présente auprès de ses enquêteurs et qui s'inquiète de ne pas voir revenir à son logement une jeune fille qu'elle hébergeait. Cette femme, c'est Madame Liliane Châtelier. Elle va dire bah voilà, la jeune fille que j'héberge depuis quelques semaines n'est pas rentrée, je suis un petit peu inquiète, est-ce que vous avez des informations la concernant? C'est pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles, c'est une jeune fille sérieuse. Tu vois, elle était heureuse, c'était une petite jeune fille qui était mignonne, adorable, gentille. Liliane Châtelier raconte aux enquêteurs que cette jeune fille venait de commencer un emploi de serveuse dans ce restaurant de Royan. Elle est inquiète car personne n'a plus aucune nouvelle d'elle depuis le vendredi 27 avril. Ce jour-là, la jeune fille a fini son service vers 23 h, puis plus rien, comme si elle s'était volatilisée du jour au lendemain. Avant de terminer sa déposition, la logeuse de la jeune fille livre une dernière précision. Elle décrit la tenue vestimentaire de sa protégée. Et cette description interpelle quelque peu les enquêteurs. Elle était habillée d'un pantalon de jean, d'une paire de baskets. Ainsi que ce chemisier. Et cette tenue correspondait à la description vestimentaire de la victime. Après le témoignage de la logeuse et vérification auprès du fichier des empreintes digitales, l'identité de la victime est enfin révélée. Jennifer Charon. Jennifer Charon est serveuse à Royan. Elle a 21 ans. C'est une jolie jeune femme pleine de vie, a priori sans histoire. Une fille droite, très gentille, avec un caractère très fort. Elle passait avec tout le monde. Jennifer Charon, c'était une jeune fille plutôt gaie, très agréable, en tout cas perçue comme telle par son entourage. Et elle a trouvé enfin un premier emploi stable à Royan, donc comme serveuse, et je crois qu'elle avait trouvé cet équilibre qu'elle recherchait. À peine l'identité de la victime est-elle connue par les enquêteurs que l'information est immédiatement communiquée au grand public. La famille et les proches apprennent la mort de Jennifer Charon en direct à la télévision.
Bonsoir, voici les principaux titres de l'édition régionale du 19-20. On connaît maintenant l'identité de la jeune femme dont le cadavre a été découvert dimanche dans un bois à Saint-Sulpice de Royan. Il s'agit de l'employée d'un restaurant du front de mer qui avait disparu depuis vendredi. Jennifer, c'est son nom, avait 21 ans. Parmi les personnes qui suivent ce jour-là le journal télévisé, il y a l'ex-petite amie de Jennifer Charon. Ce soir-là, le 3 mai 2007, il est chez un ami à Royan lorsqu'il découvre, stupéfait, que son ancienne petite amie a été assassinée. Cet homme, c'est Abdelaziz Seridi, dit Samir, un Algérien de 37 ans. Il est divorcé et sans emploi. Pour la première fois, il a accepté de s'exprimer à la télévision. Je suis sous le choc. C'est pas possible, ce que j'entends là à la télévision, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a fait ça, il ne mérite pas, même pas de survivre. Non, il mérite la pire sanction, la prison, que si on lui met 10 ans, 15 ans, 20 ans perpétués, c'est pas assez, quoi. Non, c'est pas assez. Bouleversé, Samir Seridi veut comprendre ce qui s'est passé. Il se rend immédiatement au domicile de Jennifer et tombe nez à nez avec les gendarmes. Donc il se rend chez Liliane Châtelier, là où son ami vivait, et en découvrant les véhicules de gendarmerie, spontanément, il se présente aux enquêteurs. Immédiatement, Samir dit qu'il est prêt à collaborer avec les enquêteurs. Voilà, moi c'est Samir, et qu'est-ce qui se passe? On ne sait jamais que vous avez besoin de moi ou quoi. Voilà mon identité, mon numéro de téléphone, on ne sait jamais, quoi. Naturellement, les gendarmes questionnent ce simple témoin sur la nature de sa relation avec Jennifer. Samir explique que la victime aurait mis un terme à leur idylle 3 semaines plus tôt. Son histoire avec la jeune et jolie serveuse de Royan n'était en fait qu'une aventure de courte durée. Jennifer, c'est une passade. Jennifer et Samir, ça va durer, ils vont dire l'un et l'autre, 1 mois et demi. Après la rupture, les ex-amants n'étaient pas fâchés, bien au contraire. On a toujours gardé ce contact entre nous, bonjour, bonsoir, en souriant, on se croise, on boit un café chez des amis. On était toujours en contact. En bons termes donc. Les gendarmes prennent note et laissent repartir Samir Seridi. Pas de suspect, aucun individu qui correspond aux traces ADN de la scène de crime. Alors les gendarmes tentent de reconstituer l'emploi du temps de Jennifer le soir du drame. Et cela grâce au relevé téléphonique du portable de la jeune fille. On sait qu'elle a reçu un coup de téléphone aux environs de 18 h au moment où elle prenait son travail d'une cabine téléphonique de Royan. On sait qu'elle va aller à son travail. On sait qu'elle va en sortir sur le coup des 11 h. On sait qu'elle s'arrête quelques minutes discuter avec un ami dans un restaurant voisin. Et ensuite, elle lui explique d'ailleurs, je reprends le travail à 9 h demain, je sors pas, je reste même pas boire un verre, je rentre. Le restaurateur qui emploie Jennifer confirme d'ailleurs que la victime avait ce soir-là l'intention de rentrer chez elle tôt. Vendredi soir, en partant de là, donc elle est passée dire bonjour à 2 de ses amis qui travaillent un petit peu plus loin, et qu'ensuite elle leur a dit je rentre, je vais me coucher parce que demain matin je travaille donc. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait où elle a quitté ce bar et fait les 2 kilomètres qui l'a séparée de chez elle à pied, je peux pas vous dire. Seulement, Jennifer Charon n'a jamais regagné son domicile comme prévu. Elle a changé d'itinéraire. Une demi-heure avant minuit, la jeune fille a repris la direction du centre-ville et elle a reçu, à 23 h 37 exactement, un coup de téléphone. Le relais téléphonique déclenché par son portable le prouve. Visiblement, elle a changé de programme. Peut-être que c'est cet appel de 23 h 30 qui a déterminé ce changement de programme. Alors, qui a passé ces 2 coups de téléphone à Jennifer Charon à 18 h 12 et 23 h 37? Le meurtrier?
Les enquêteurs effectuent des relevés d'empreintes dans les cabines publiques d'où sont partis les appels. En vain. Un mois s'écoule. À Royan, la dizaine d'enquêteurs qui travaillent exclusivement sur le dossier Jennifer Charron n'a pas de piste. Faute d'éléments probants, les gendarmes vont alors partir sur une nouvelle hypothèse. Celle d'un tueur en série. Et ça va devenir, pendant quelques jours dans la presse, l'hypothèse du tueur du 1er mai. Les gendarmes en charge de l'affaire Jennifer Charron font des rapprochements alors avec d'autres crimes de femmes commis récemment. D'abord, l'assassinat de Sabine Guyot dans le nord de la France. Mais aussi celui de Chantal Séguineau, commis en Gironde. 2 crimes aux modes opératoires étrangement similaires à celui de Jennifer Charron. Pour les parents de Chantal Séguineau, pas de doute. Le tueur qui a assassiné leur fille en Gironde est le même qui a tué la jeune serveuse en Charente-Maritime. On l'a retrouvé dans des circonstances allongé face contre terre. Et puis avec 5 ou 6 coups sur le crâne et à chaque coup le crâne enfoncé. Et puis les mains liées dans le dos. Pas de viol, rien. Pour moi, je vois les mêmes qui ont fait le coup. Mais les parents de Chantal seront déçus. Car après des semaines d'investigation, aucun élément probant ne vient étayer la piste du tueur en série. Juin 2007, 2 mois après la mort de Jennifer Charron, l'enquête semble au point mort. Le juge d'instruction se demande si la piste du crime sexuel n'a pas été un peu trop vite écartée. Car si la victime n'a pas été violée, la trace de sperme sur le jean pourrait permettre d'identifier l'agresseur de Jennifer Charron. Seulement, les analyses ADN n'ont donné pour le moment aucun résultat. En consultant le fichier des délinquants sexuels, un nom en particulier attire l'attention des enquêteurs. Cet homme, c'est José Nuno Mendes Abrantes, un maçon portugais de 41 ans. Un individu condamné à 20 ans de prison en 1993 pour viol. Et ce qui intéresse les enquêteurs, c'est que Mendes a eu une manière assez singulière d'agresser sa victime. Il laisse sa victime dans l'appartement, enfermée, et il met le feu à l'appartement. Le feu? Drôle de coïncidence, car le mode opératoire du meurtrier de Jennifer Charron est identique. José Mendes intéresse d'autant plus les gendarmes que ce maçon habite à seulement une vingtaine de kilomètres du lieu du crime. Et ce n'est pas tout. Après des filatures et des écoutes téléphoniques, les gendarmes réalisent que Mendes est un habitué du bois de la Chèvre, ce lieu débat sexuel, là où a été tuée Jennifer. Le 10 juillet 2007, on est à peine 3 mois après, même pas 3 mois après le meurtre de Jennifer. Là, premier coup de théâtre et première date marquante dans l'affaire. Les enquêteurs interpellent José Nuno Mendes à son domicile. En garde à vue, les gendarmes cherchent à savoir si le suspect connaissait la victime. En garde à vue, il prétend ne pas connaître Jennifer Charron. Mendes, au départ, il dit rien. Il attend de voir venir. Mendes, il nie en bloc. Je ne connais personne, je la connais pas, je sais même pas qui c'est, j'ai peut-être vu dans la presse. D'accord. Mais les enquêteurs n'en croient pas un mot. Ils vont alors vérifier son emploi du temps la nuit du drame du 27 au 28 avril. Pour cela, les gendarmes interrogent sa compagne, Julie, et ce qu'elle va leur déclarer est accablant. Mendes, il a passé la nuit dehors.
Mendes, il est rentré à 7 h du matin. Et même s'il s'accorde des libertés, malgré sa vie en couple, qui vient régulièrement à Royan, qui vient régulièrement boire un verre, notamment à l'académie de billard, Mendes, il n'a pas l'habitude de découcher. Et cette nuit-là, Julie, la compagne de Mendes, s'étonne de l'absence de son compagnon. Elle va s'inquiéter toute la nuit pour José et va l'appeler à plusieurs reprises, lui envoyer des SMS, essayer de le contacter sur son portable en vain. Finalement, la première fois qu'elle va la voir dans la nuit, il est 4 heures passées. Il va l'appeler pour la rassurer en lui disant qu'il est sur le chemin de retour. Et il arrivera chez lui sur le coup des 7 h du matin. Le problème, c'est qu'il va arriver avec du sang sur lui. Elle va prendre peur et elle va lui demander ce qui s'est passé. À ce moment-là, il lui expliquera qu'il aurait participé à un cambriolage avec un certain Momo, que ce cambriolage aurait mal tourné. Puisqu'à un moment donné, le propriétaire va prendre sa carabine et tirer sur son ami Momo. Le cambriolage qui tourne mal, son ami Momo qui saigne. Cette version, José Mendes la racontera aussi plus tard à l'une de ses amies, Martine. Nous l'avons rencontrée, elle préfère garder l'anonymat. Donc José, avec sa ceinture, lui a fait un garrot. Mais bien entendu, il avait du sang sur lui. Et c'était du sang de ce gars-là. Et José, il a pris peur, il s'est dit, oh là là, si cette affaire ressort, eh bien je vais avoir du sang de ce gars sur mon pantalon. Il a dit à Julie, lave vite mes affaires. Une fois la lessive faite, José Mendes demande à sa compagne de poursuivre le grand ménage. Et puis Mendes, il demande quelque chose d'un peu étonnant à sa compagne. D'aspirer l'intérieur de la voiture, mais également laver l'extérieur, ce qui ne manque pas de la surprendre, puisque cette voiture avait été déjà lavée 2 jours auparavant par Mendes lui-même, et que pourquoi relaver cette voiture? Enfin, dernier détail troublant. Julie, la compagne de Mendes, livre aux enquêteurs un nouvel élément. La voiture de son compagnon était souillée par de la boue. Elle s'en souvient. Comme celle retrouvée sur la scène de crime. Du sang, de la boue et la grande lessive. L'étau se resserre. De plus, lors de la perquisition au domicile du suspect, les gendarmes vont faire une découverte cruciale. On va retrouver les baskets, des baskets. Et ça a son importance quant aux traces de baskets qui étaient celles à proximité du cadavre de Jennifer Charron. Des baskets de taille 43, identiques aux empreintes retrouvées sur la scène de crime. Et ce n'est pas tout. Un autre témoignage va accabler un peu plus Mendes. Ce témoin, c'est son meilleur ami. Lorsque les enquêteurs vont montrer la photo de la victime à cet homme, voici ce qu'il déclare. Cette photo, elle parle au meilleur ami de Mendes, évidemment. Elle parle parce qu'on l'a vu dans la presse, il sait qui est cette jeune fille. Cette jeune fille, elle a été assassinée. Elle lui parle d'autant plus que cette jeune fille, il l'a croisée. Alors, il ne l'a pas croisée souvent, il l'a croisée une fois. Il était avec Mendes à ce moment-là. C'était le vendredi soir de la disparition de Jennifer, en fin d'après-midi. Il aurait dit, tiens, regarde cette jolie jeune fille, eh bien, je suis prêt à parier que j'aurai son numéro de téléphone d'ici une demi-heure. Et fort de ce pari, donc il aborde la jeune fille, obtient ce numéro. Donc il explique à son meilleur ami, un peu fanfaron, je la rappellerai ce soir, j'inviterai à boire un verre, j'ai bien envie de la revoir. Mendes s'est empressé de vérifier si c'était le bon. Il s'est rendu à une cabine téléphonique une demi-heure après, il a appelé, effectivement c'était le portable de Jennifer. Il est alors 18h12 lorsque Mendes aurait appelé Jennifer Charron. Les enquêteurs semblent avoir retrouvé l'homme de la cabine téléphonique. Les soupçons s'accumulent contre José Mendes. Il ne manque plus qu'une preuve matérielle pour le confondre, comme par exemple le résultat d'une empreinte génétique.
L'idée, c'est de déterminer si cet ADN ne va pas coïncider avec l'ADN qu'on a retrouvé sur l'étiquette du sac à main. Les traces ADN qu'on retrouve également sur les poignets de Jennifer. Ceux-là, les enquêteurs estiment qu'ils sont relativement déterminants. C'est par là qu'on saisit une victime, si on veut la contraindre. C'est par là aussi qu'on serre le lien, puisqu'on rappelle que ce chemisier, il a servi de lien pour nouer les bras de Jennifer dans le dos. Donc ces traces d'ADN communes, on va essayer de déterminer si elles n'appartiennent pas à José Nuno Mendes. Effectivement, ça coïncide. Le 12 juillet 2007, face aux charges qui l'accablent, José Mendes ne peut plus nier l'évidence. Donc, Mendes reconnaît, oui, j'ai vu Jennifer. Mais en fait, il va expliquer qu'il a voulu appeler Jennifer pour acheter des produits stupéfiants. Si José Mendes a appelé Jennifer ce soir-là, c'est parce que, selon lui, elle pouvait le mettre en relation avec un dealer. Mendes, il explique qu'il a voulu prendre rendez-vous pour acheter du shit. Donc rendez-vous est pris, explique-t-il, à 200 ou 300 mètres du front de mer. Comme convenu, toujours selon José Mendes, Jennifer et lui se seraient retrouvés sur la plage avec des copains de la jeune fille pour fumer du cannabis. Quant aux preuves matérielles qui l'accablent, le suspect donne une explication très simple. Et il explique assez rapidement et dès le départ que quand il a chahuté, qu'il a fumé avec Jennifer sur la plage, ils ont parlé de musique, ils ont parlé un peu de tout et de rien. On était le 29 avril, il faisait pas trop froid et pour rigoler, mademoiselle Charon a indiqué je me baignerais bien, s'il n'était pas si tard, je me baignerais bien. Et monsieur Mendes a répondu qu'à cela ne tienne. Il l'a empoigné par les deux poignets pour l'emmener dans l'eau. Le fait qu'il ait tiré au niveau des poignets pour l'entraîner vers la mer, tout d'un coup, les traces d'ADN s'expliquent. Quant à la trace ADN de Mendes retrouvée sur l'étiquette du sac à main, là encore le suspect a une explication. Jennifer ayant eu les mains posées dans le sable pour se retenir. Elle demande à José Mendes, mais prends dans mon sac s'il te plaît, il y a des mouchoirs. Ce qui explique que j'ai mis la main dans le sac à main et que j'ai touché l'étiquette qui se trouve au fond du sac. Voilà pourquoi il y a mon ADN au fond de ce sac. Pour le reste de la soirée, José Mendes affirme qu'il a quitté tout ce petit monde sur la plage vers minuit et demi. Ensuite, le maçon portugais maintient sa version initiale, celle du cambriolage qui a mal tourné. Une version qui permettrait d'expliquer pourquoi il est rentré chez lui ce matin-là, ensanglanté. Les gendarmes n'accordent aucun crédit à cette version. José Mendes est incarcéré le 12 juillet 2007. Pour les gendarmes, l'enquête est bouclée. Enfin presque. Reste un élément à vérifier. À qui appartient le sperme retrouvé sur le jean de Jennifer? Quand le résultat des analyses tombe, les enquêteurs n'y comprennent plus rien. Il ne s'agit pas de l'ADN de José Mendes. Mais de Samir Seridi, l'ex-petit ami de Jennifer, qui, comme bon nombre de témoins, s'était soumis à des tests ADN. L'homme est immédiatement arrêté. Les gendarmes qui ont braqué des flingues sur moi, par terre. J'étais vraiment... non, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, envoyez-moi une convocation, je viens vous voir. Vous m'avez déjà envoyé des convocations. Je suis venu... C'était une arrestation de... Pour moi, c'est un terroriste ou... Bon, je sais pas qui, quoi. Interrogé sur la présence de son sperme sur le jean de Jennifer, Samir livre sa version. D'après lui, tout remonte à la dernière soirée passée avec la jeune femme, avant leur rupture.
10 jours avant le crime. La dernière rencontre qu'il va avoir avec Jennifer Charon se fait chez Zora, une amie qu'ils ont en commun. Et chez Zora, à un moment donné, Monsieur Seridi et Jennifer Charon vont se retrouver seuls dans la salle à manger. Il aurait sorti son sexe de son pantalon et il aurait demandé à Jennifer si ça lui manquait pas. Et donc, c'est à ce moment-là que des traces de sperme, d'ADN, sont tombées sur le jean de Jennifer Charon, parce qu'elle portait ce fameux jean dans les 10 jours qui ont précédé son crime. Pour les gendarmes, cette version est un tissu de mensonges. Et cela pour une raison simple. Le jean de Jennifer a été lavé 5 jours après la dernière rencontre entre la jeune fille et Samir. Et la logeuse de Jennifer Charon s'en souvient très bien. Madame Châtelier, qui s'occupait aussi du linge de la victime, se rappelle précisément avoir lavé le lundi le jean de Jennifer. Donc ce jean, il était propre. Donc ça conforte évidemment l'idée que la tache de sperme est apparue après. Donc qu'elle relie nécessairement celui qui l'a laissé à Jennifer et à son triste sort. Pour les enquêteurs, tout laisse donc penser que cette tache date du soir du drame. Alors tout naturellement, les gendarmes s'intéressent à l'emploi du temps de Samir Seridi le jour du crime. Mais a priori, l'homme a un alibi. Il a passé toute la soirée chez son voisin. J'ai pas bougé, il n'y avait pas quelque chose de précis dans la soirée. Les enquêteurs vérifient les dires de Samir. Et sa version est très vite contestée par l'entourage du suspect. Cet alibi va tomber face à plusieurs témoignages qui vont expliquer que certes, il était présent à cette soirée, mais que pour autant, il les a quittés pendant environ 3 à 4 heures. Qu'a donc fait Samir Seridi entre minuit et 3 heures du matin la nuit du crime? L'homme finit par se rappeler que n'ayant pas d'eau courante chez lui, il était allé prendre une douche chez un ami, avant de retourner à la soirée. Mais les enquêteurs jugent ces explications peu crédibles, d'autant qu'après son absence, il aurait demandé à l'un de ses amis de le couvrir. L'ami de Samir, il déclare aux enquêteurs, gêné bien sûr, moi Samir, quelques jours après, il m'a dit, ce soir-là, si on te demande ce que j'ai fait, tu dis bien que j'étais chez toi, surtout. J'ai pas bougé de la soirée. Ce soir-là ou un autre d'ailleurs, tu donnes cette réponse-là. J'ai pas bougé de chez toi. Les enquêteurs sont persuadés de la culpabilité de Samir Seridi. Il leur reste maintenant à trouver un mobile et envisagent alors plusieurs hypothèses. D'abord, Samir n'aurait pas supporté sa rupture avec Jennifer Charon. L'éventuel mobile d'Abdelaziz Seridi, c'est quoi? C'est éventuellement la déception? La rancœur, la rancune vis-à-vis de Jennifer? D'autant que, selon certains témoignages, Samir aurait fait preuve de brutalité envers son ex-compagne, Jennifer. La personnalité de Seridi est déjà troublante. C'est quelqu'un qui a eu un rapport avec les femmes un peu difficile, pour pas dire très difficile. Il y a eu des rapports très compliqués avec Jennifer, il y a eu des gifs qui ont été échangés. Deuxième mobile possible, la drogue. Quelques années auparavant, Samir avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour usage illicite de stupéfiants. Et ce n'est pas tout, il y aurait plus grave. Je pense que c'est une affaire de drogue. Jennifer, bon, c'est pas un secret, c'est paru dans la presse, n'est-ce pas? Elle consommait, elle était la petite amie d'un dealer. Peut-être qu'elle en savait beaucoup trop sur ce trafic. Une hypothèse qui, selon l'avocate de Samir Seridi, ne repose que sur des rumeurs. On a parlé de drogue, c'est possible. En tous les cas, Monsieur Seridi ne peut pas être présenté comme quelqu'un qui aurait revendu ou profité de la revente de celle-ci pour subvenir à ses besoins. Un ADN qui l'accuse, un alibi fragile, une mauvaise réputation,
Abdelaziz Seridi, dit Samir, est mis en examen pour meurtre le 12 juillet 2007, soit 2 mois et demi après la découverte du corps de Jennifer Sharon. Il est aussitôt incarcéré. Trois mois après la découverte du corps, la justice a 2 suspects pour un meurtre. José Mendes et Samir Seridi. Mais un mystère demeure. Lequel des deux aurait tué Jennifer? En prison, les 2 accusés clament leur innocence. D'abord Samir Seridi. Voici ce qu'il se disait du fond de sa cellule. C'est la seule question que je me pose souvent quand j'étais incarcéré. J'aimerais bien que cette famille, je les vois, je parle avec eux sincèrement et j'ai rien à voir. Et je dis que je vous jure que j'ai rien à voir. Et que j'ai rien à voir dans cette histoire, absolument rien à voir. Et que je suis une victime d'une erreur judiciaire. Pour le second suspect, José Mendes, il jure également être accusé à tort et se dit très choqué par ce crime effroyable. José m'a dit, je ne savais pas comment vraiment, je savais qu'elle avait été tuée, qu'on a essayé de mettre le feu à son corps. À la maison d'arrêt de Saintes, il m'a dit, je te jure que quand j'ai lu la manière dont cette jeune fille a été tuée, c'était du massacre. Ça m'en a donné des vertiges et un malaise. Alors que la justice s'interroge toujours sur le scénario du crime, José Mendes va apporter comme par magie des réponses à toutes les questions. Et il va même faire une révélation. Souvenez-vous, le soir du drame, vers minuit et demi, Mendes avait affirmé avoir quitté Jennifer Sharon sur la plage. Seulement, il n'avait pas tout dit sur le reste de la soirée. Je suis allé boire un café, je suis allé boire un verre au Dransart. C'est un pub à Saint-Palais, un bar très fréquenté et très connu à Saint-Palais. Et donc Mendes dit je vais au Dransart. Et va retrouver Jennifer au Dransart, qui est en train de prendre un café noisette. Mendes raconte avoir tranquillement discuté avec Jennifer en terrasse. Lorsque soudain, dit-il, un troisième personnage aurait surgi, Abdelaziz Seridi, dit Samir, l'ex-petit ami de Jennifer, très en colère et visiblement jaloux. Monsieur Seridi, qui va prendre très mal le fait de retrouver Mendes avec son ex-petite amie. Il va y avoir une altercation entre les 2 hommes. Mendes dit à partir de ce moment-là, moi, je laisse Jennifer avec Samir, je veux rien avoir à faire avec eux, c'est là que je les laisse, et le dernier à avoir vu Jennifer, c'est Samir. Voilà cette version avec, en filigrane, le sentiment qu'il laisse aux enquêteurs, à savoir, c'est pas moi, mais c'est Seridi. José Mendes a-t-il dit la vérité ou a-t-il inventé un scénario pour se disculper? Un mois plus tard, le 3 septembre 2007, une confrontation est organisée pour essayer de discerner le vrai du faux. Dans le bureau du juge, les 2 hommes s'affrontent. Regarde quand même, regarde bien mon visage, regarde bien la personne qui est en face de vous. Et il confirme avec ses lunettes de pervers que je me souviens toujours avec ce regard. Et il confirme, il me dit oui, c'est lui. Monsieur Seridi va se lever, être beaucoup moins calme que Monsieur Mendes. Il va en appeler à la mémoire de Monsieur Mendes, mais vous ne me connaissez pas. Monsieur Mendes, ils vont rester chacun l'un et l'autre sur la version. C'est parole contre parole. La confrontation ne débouchera sur rien. La justice n'a pas réussi à établir si les 2 hommes s'étaient bien croisés ce soir-là. Il n'empêche, l'avocat du père de Jennifer Sharon en est lui persuadé. L'intime conviction aussi de mes clients, c'est que c'est Seridi qui serait la tête pensante
et Mendes le bras armé. Pour tuer quelqu'un, il faut non seulement du courage, de la persévérance, mais aussi, dans les conditions dans lesquelles ça a été réalisé, de la connaissance. Et on ne peut pas faire ça sans avoir une expérience qui a déjà pu être mise à profit. Mendes l'avait. Voilà pour la conviction des parties civiles. Le crime de Jennifer aurait été réalisé par un duo. Face à ces multiples accusations, les avocats de Samir Seredi vont s'acharner à démontrer que leur client est victime d'une erreur judiciaire. Premier argument de la défense, à l'annonce de la mort de Jennifer, Samir n'a jamais cherché à fuir. Spontanément, il se présente aux enquêteurs. Il aurait pu aussi bien faire demi-tour, personne ne l'a remarqué. Monsieur Seredi n'a rien à cacher, il a toujours collaboré. Et puis, forcé de constater qu'aucun élément matériel ne relie Seredi au crime. À aucun moment, Samir, lui, il a cherché à dissimuler d'éventuelles preuves ou autres. Dans ces cas-là, si on a quelque chose à se reprocher, par mesure de sécurité, on met tout à la machine et on lave tout son linge. Mais il n'a jamais visiblement cherché, en tout cas, à faire disparaître certains éléments matériels. Enfin, Samir maintient la version de son emploi du temps, la nuit du drame. Il a disparu quelques heures pour prendre une douche, mais dément catégoriquement avoir demandé à ses amis de lui fournir un alibi. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un un alibi. Au contraire, au jour d'aujourd'hui, je dis, s'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, aussi quelque chose sur le décès de Jennifer, qu'il le dit. Il reste donc un seul élément à charge accablant. Cette tache de sperme de Samir retrouvée sur le jean de Jennifer le jour du crime. L'homme assure qu'il a laissé cette trace non pas le soir du drame, mais 10 jours plus tôt, lors d'une rencontre amoureuse avec Jennifer. Or, le jean a été lavé 4 jours avant le crime. Pour la défense, toute la question est de savoir si cette tache de sperme a résisté au lavage. Et pour le savoir, l'avocate de Samir commande une expertise. J'avais demandé auprès de l'expert que nous procédions à un lavage d'un jean similaire à celui que portait Jennifer Charron au moment des faits, avec la même lessive qui est employée par Madame Châtelier, avec la même machine à laver, et à peu près aux mêmes heures. Et étonnamment, Samir Seredi va apporter toute sa collaboration à cette expertise. Ils sont venus même en prison me demander est-ce qu'on peut prendre votre sperme pour mettre sur un jean similaire, je sais pas quoi. Je suis prêt à donner ce que vous voulez. L'essentiel que allez investiguer. Investissez plus dans ce dossier. Vous allez prouver que je suis innocent. Et le 28 avril 2008, le résultat de l'expertise semble concluant. Et c'est là que nous avons pu démontrer que la machine à laver de Madame Châtelier avait 25 ans d'âge. On a pu déterminer que suite au cycle de lavage, des traces demeuraient sur le jean. Demeuraient même suite au lavage qui avait été entrepris. Évidemment, la défense de Samir va s'appuyer sur cet élément-là pour dire « mais ça ne relie absolument pas notre client au meurtre de Jennifer. Cette trace, il peut l'avoir laissée parfaitement avant, il a eu des relations intimes avec Jennifer, et il n'y a rien de saugrenu à imaginer qu'il y ait une trace de sperme de Samir sur le jean. » Le 3 octobre 2008, le juge d'instruction décide de remettre Abdelaziz Seridi, dit Samir, en liberté. Plus de 3 ans après le drame, l'innocence de Samir est confirmée par un non-lieu. Dans l'affaire Jennifer Charron, il n'y a maintenant plus qu'un seul suspect, théoriquement. La remise en liberté de Samir Seridi est jugée scandaleuse par les parties civiles.
il n'y a pas de justice. Voilà le premier mot que M. Charon prononce lorsqu'il apprend que M. Seridi est libéré. La famille de Jennifer Charon fait donc appel. Elle réclame justice. Samir doit comparaître aux côtés de Mendes. Le 26 octobre 2010, à la stupéfaction générale, les parents de la victime obtiennent gain de cause. Pour la cour d'appel, il existe un faisceau de présomption suffisant pour renvoyer Samir Seridi devant les assises. D'autres juges n'ont pas été convaincus finalement par toutes ces contradictions, ces manquements, cette recherche d'alibi, cette attitude un peu équivoque, ambiguë de Samir, ces pertes de mémoire sélectives. Ça n'a pas convaincu. Et c'est de mauvaise grâce que l'avocate de Samir Seridi accepte ce retournement de situation. Et évidemment que c'est difficile à digérer, difficile à comprendre aussi. D'un autre côté, il ne faut pas quand même oublier qu'on a en face de nous le père et la mère de la victime qui ont besoin d'avoir des réponses, qu'à ce jour, on ne sait toujours pas qui a tué Jennifer Charon. Le procès se prépare. Seulement rien ne va se passer comme prévu. Maison d'arrêt de Saintes, près de La Rochelle. C'est ici qu'est incarcéré José Mendes. Ce lundi 6 décembre 2010, Martine, son amie, s'apprête à lui rendre visite. Ce lundi matin, c'est lundi que j'allais le voir, j'étais en train de préparer... Excusez-moi, je me reprenne un petit peu. J'étais en train de préparer tout ce que je lui apportais. Puis il était 9 h du matin, je reçois un coup de téléphone de la maison d'arrêt de Saintes qui me dit triste nouvelle. José Mendes est décédé. Voilà. Clac. Sur le coup, j'y crois pas. C'est un coup de tonnerre dans cette affaire. José Mendes a-t-il voulu fuir la justice pour toujours? À l'annonce de sa mort, pour certains, cela ne fait aucun doute. On va se poser la question de savoir de quoi est-il mort. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement pensé à un suicide. Tout simplement parce qu'au cours de sa détention, déjà, José Mendes avait avalé une quantité excessive de médicaments qui ressemblait à une tentative de suicide. Mais il n'en est rien. José Mendes est décédé d'une banale crise cardiaque lors d'une promenade, comme le démontrera l'autopsie. Aux yeux de la justice, José Mendes est innocent pour toujours. Abdelaziz Seridi, dit Samir, se retrouvera donc seul dans le box des accusés. Et pour son avocate, d'une certaine manière, Mendes est arrivé à ses fins. L'impression que jusqu'au bout, son but était de faire porter le chapeau à M. Seridi et que quelque part, de par le fait de ne plus être là, il y arrive. J'aurais bien aimé qu'il soit là et que... de lui dire quelque chose. J'avais envie de lui cracher sur le visage, c'est juste ça. C'est en juin prochain que devrait s'ouvrir devant les assises de Charente-Maritime le procès du meurtre de Jennifer Charon. Dans cette affaire, Abdelaziz Seridi aurait été l'ex-petit ami de la victime et l'un des suspects. Un homme une première fois blanchi pour être finalement l'unique mis en examen. Dans quelques mois et pour la première fois, Samir Seridi va se retrouver face à la famille de la victime. J'imagine leur souffrance, la souffrance des parents, du père et de la maman. Et j'ai envie de leur dire, je vous jure que j'ai rien à voir. C'est pas moi la personne qui a fait du mal à votre fille. C'est pas moi. L'ex-petite amie de Jennifer Charon, qui n'a cessé de clamer son innocence, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le mystère de l'affaire Charon sera-t-il un jour résolu?
Au procès, on risque de reparler d'un étrange indice relevé sur la scène de crime. Une empreinte génétique inconnue, l'ADN d'une femme retrouvée sur la main de la victime et jamais identifiée.